Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct sur la chaîne qui rassemble. Nous sommes à quelques semaines des élections législatives de 2025 et une réalité saute aux yeux. Jamais notre pays n'a compté autant de candidatures indépendantes. Espoir démocratique pour certains, calcul politique pour d'autres. Mais une question centrale se pose, que deviennent ces indépendants une fois élus? La transhumance politique, ce passage d'un camp à un autre, souvent au mépris du vote populaire, fragilise-t-elle notre démocratie? Ce soir, le débat sur RTI en pose aussi quelques questions essentielles. Est-il possible de freiner la transhumance politique? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Comment restaurer la confiance entre élus et citoyens, entre autres? Pour en débattre, 4 voix autorisées. Tout d'abord, Sylvain Guédé-Débaï, journaliste éditorialiste habitué des grands plateaux et des grands débats. Bonsoir Sylvain Guédé-Débaï. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Plaisir partagé. D'être avec Ahmed. Plaisir partagé. Alafé Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligent. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Nanrougo Koulibaly, vous êtes analyste politique et chroniqueur. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Ahmed. On est très ravis de vous avoir. Et puis enfin, docteur Arthur Yoboué, vous êtes sociologue du politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'analyser les conséquences du sujet du jour, il serait impérieux de commencer par comprendre le phénomène. Nous nous plongeons donc dans ce reportage signé Davy Soyo, juste après lequel on se retrouve. Depuis 2015, les candidatures indépendantes se font de plus en plus remarquer. Les candidats indépendants sont toujours au rendez-vous des différentes élections présidentielles, municipales, régionales, sénatoriales et législatives. Issus généralement des partis politiques, les indépendants sont très souvent des recalés de ces chapelles. Adoubés par la base, les candidats sans bannière politique se lancer parfois font mordre la poussière aux candidats officiels des partis politiques. Pour les législatives de 2025, sur 2740 candidats retenus par la Commission électorale indépendante, CEI, près de 60% sont des indépendants. Autrement dit, plus de la moitié des candidats se lancent dans la bataille électorale du 27 décembre prochain, sans étiquette. Lors des élections législatives de 2016 et 2021, ils étaient majoritaires dans la course pour remporter les 255 sièges que compte le Parlement ivoirien. Vous suivez le débat sur RTI 1. On vient de suivre cet élément, messieurs de Davy Soyo, qui nous plantait le décor et on plonge tout de suite dans les pieds dans le plat. Première question, pourquoi selon vous y a-t-il autant de candidats indépendants pour ces élections législatives? Professeur Nanougo. Merci beaucoup. Bon, d'abord, beaucoup de candidatures, il y a une volonté claire et nette de participer au débat politique. Maintenant, cette volonté-là, il faut essayer de regarder, jeter un coup d'œil sur les différents candidats. Certains, ce que j'appellerais des quasi-indépendants, qui ne répondent principalement pas de partis politiques, qui sont indépendants, qui veulent participer au débat politique. Et puis, il y a certains, des indépendants qui sont ce que j'appelle les indépendants militants, qui eux, au-delà de la volonté de prendre part au débat politique, il y a une situation où ils contestent les choix qui ont été effectués au sein de l'appareil politique. Pourquoi ils contestent? Parce qu'ils s'estiment beaucoup plus légitimes pour représenter valablement les partis dans lesquels ils sont. Globalement, c'est la volonté de participer au débat politique qui guide le grand nombre de candidatures indépendantes. Docteur Arthur Yoboué, vous partagez son avis, l'avis de professeur Nanougo sur le pourquoi de autant d'indépendants pendant ces élections législatives? En partie, mais il y a un aspect que je veux souligner dans la mesure où, si vous observez bien, il y a 60% de candidatures indépendantes. Cela montre qu'au-delà de la vitalité démocratique que cela présente, il y a le fait que le profil de carrière de tous ceux qui sont engagés dans les partis politiques, et le professeur a fait la distinction entre ceux qui n'appartiennent pas aux partis politiques et puis à ceux-mêmes qui sont issus même des milieux locaux et qui certaines chapelles politiques mais qui se positionnent. Donc la politique en tant que métier a un profil de carrière. Donc quand je regarde seulement ceux qui sont dans les partis politiques, je note que il y a le processus d'être d'abord des militants de base et puis après de gravir des échelons. Et puis en ce moment-là, vous espérez maintenant être coopté pour pouvoir représenter le parti. Donc quand vous observez
que vous n'êtes pas coopté, et c'est ce qui est vraiment le cas, que vous n'êtes pas coopté. Au regard de ce que j'appelle, vous ne jouissez pas d'une double légitimité, dans la mesure où, au niveau local, vous avez une légitimité reconnue, mais au niveau du parti qui vous coopte, vous ne jouissez pas de cette légitimité-là. Donc, ce parti ne vous choisit pas. Maintenant, vous, en tant que militant de base, quand j'essaie de revenir en arrière pour écouter un peu les verbatims qui sont donnés par rapport à des candidats indépendants des partis politiques, il y a d'autres qui, à un certain âge, on dit qu'ils ne peuvent pas rester jusqu'à 50 ans en tant que militant de base. Donc, à un moment donné, il y a une aspiration de pouvoir être reconnu et de jouir de ce que j'appelle l'autorité légitime pour décider sur un territoire donné. Donc, pour moi, toute cette dynamique-là, au regard de l'ouverture de la mondialisation, de ce que c'est fait à l'extérieur, toute cette dynamique-là permet de pouvoir éclore le jeu politique. Alafé Ouakili, pourquoi on a autant de motivation à candidater en tant qu'indépendant ou sans chapelle politique? D'abord, il faut dire que c'est lié à des tensions, à des dissensions dans les partis politiques, parce que les candidats qu'on appelle indépendants, ce sont des indisciplinés. Ils sont indépendants vis-à-vis de quoi? Ils sont indépendants vis-à-vis, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de leur militantisme, puisque même sur le terrain, ils continuent de se revendiquer du parti. Même s'ils n'ont pas été choisis, ils continuent de se revendiquer des leaders du parti. Donc je ne vois pas en quoi ils sont indépendants. C'est des candidats dissidents et indisciplinés. Mais à côté de cela, il y a, comme il a dit, des vrais indépendants, mais qui sont de moins en moins nombreux, ou du moins qui ne sont pas suffisamment nombreux. Et je me dis qu'on fait ce débat sur les indépendants par rapport aux législatives, on l'a fait par rapport aussi aux municipales, mais n'oublions pas qu'il y a eu des indépendants aussi lors de la présidentielle. Et moi, ma préoccupation concerne tout type d'indépendants pour tout type d'élection. Élection présidentielle, élection régionale, élection municipale et élection législative. Ceux qui se plaignent aujourd'hui peut-être des indépendants de tous les partis, applaudissaient les indépendants à la présidentielle. Il ne faut pas penser comme les uns qui croient qu'il y a de bons coups d'État et de mauvais coups d'État. Il ne faut pas penser qu'il y a de bons indépendants et de mauvais indépendants. Tous les indépendants méritent d'être interpellés et une réflexion mérite d'être menée pour accorder plus de clarté, plus de transparence dans l'action politique. En Côte d'Ivoire, on a un avantage. Être militant d'un parti politique n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de militer dans un parti politique pour être candidat à la présidence de la République, pour devenir président de la République. Tu n'es pas obligé de militer dans un parti politique pour devenir maire, sénateur, président du conseil régional et député. Tu n'es pas obligé. La Constitution te rend libre d'être candidat sans parti politique, contrairement à un pays comme la Tanzanie, il me semble, ou peut-être d'autres pays. De ce point de vue, lorsque librement tu adhères à un parti politique, il ne faudrait pas sortir dans le dos, comme on dit, à un mois des élections, parce qu'on ne t'a pas retenu, alors que tu as signé un engagement à respecter les décisions que le parti prendra. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette démarche-là. Chacun a ses motivations. Pour moi, c'est le signe que dans les partis politiques, il y a des problèmes et il est important, pour trouver des solutions, c'est de faire la formation, de compter sur la conscience militante des militants, des citoyens, mais aussi, je pense qu'il faut envisager par la suite, avec ce que cela donne, lorsque les gens gagnent en termes de transhumance d'aller et tout, il faut envisager de légiférer, comme aussi ailleurs, comme on légifère dans d'autres domaines. Sylvain Guédé-Débaï, ne sommes-nous pas plutôt en face d'une crise interne aux partis politiques? Certainement une crise, mais je note une dynamique politique. Cette dynamique-là est poussée par les réseaux sociaux, est poussée par le champ politique qui s'ouvre de plus en plus. Mais à mon avis, il y a quelque part un petit abus quand même quand on parle d'indépendant. Il a si bien posé la question à la fait tout à l'heure en disant on est indépendant de quoi? Parce qu'à la vérité,
ce ne sont que des indépendants de façade. Moi, je pourrais les appeler des non-alignés. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants parce qu'ils ne sont pas investis par un parti politique, ni un groupement social. Mais à la vérité, en dedans, ils ont ce qu'ils pensent. Ils ont un militantisme en dedans. Vous pensez que même ceux qui n'ont pas de chapelle politique sont dans ce cas-là? Oui, il y a des gens qui véritablement n'ont pas de chapelle politique, mais ils sont indépendants de quelle ligne? Vous verrez bien qu'ils sont soit de gauche ou bien de droite, ou bien ils viennent par rapport à une idée politique. Donc, ils ne sont pas tout à fait indépendants aussi. Vous comprenez? Et puis, vous verrez qu'il y a beaucoup d'indépendants parce que, comme vous l'avez si bien dit, une crise au sein des partis politiques. Mais cette crise-là s'exprime comment? C'est-à-dire que c'est le refus de l'alternance. De la même façon que la Constitution a consacré 2 mandats au niveau de la présidence, au niveau de l'élection des députés, c'est ouvert, c'est illimité. Donc, quelqu'un peut vouloir se présenter N fois, toujours la même personne, mais c'est un comportement humain que de dire, mais attention, est-ce que c'est pour les mêmes qu'on est venu? Est-ce que c'est pour les mêmes que nous sommes dans le parti politique? Il faut faire valoir une autre droit, une autre voie. Donc, moi, je me présente. Vous verrez que dans 46 circonscriptions électorales, le RHDP n'est pas opposé au PDCI ni au FPI, mais seulement à des indépendants. Sont généralement des régions. Mais là-bas, ce ne sont pas les partis politiques, mais ce sont leurs militants eux-mêmes qui veulent contester la légitimité ou bien même contester la décision du parti d'avoir investi les mêmes qui étaient là depuis 2011. Vous verrez que dans certains partis, les gens vont se dire, mais même au niveau de la base, mais est-ce qu'on est venu pour les mêmes? Il faut qu'on change un peu. Donc il y a le refus de l'alternance qui est un motif, un argument souvent de cette multiplicité de candidatures. Donc voilà d'emblée ce qu'on peut dire, en plus de ce qu'ils ont déjà dit, on fera les débats. D'accord. Nanrugo Coulibaly, est-ce que le cadre juridique actuel favorise indirectement ces candidatures indépendantes? Oui, il y a la Constitution, aucune loi interdit le principe d'aller de se présenter un candidat indépendant. Parce que puis il faut préciser aussi la notion d'indépendant. On dit, dans le contexte ivoirien, quand on dit je suis indépendant, ça veut dire que je ne suis pas investi par un parti politique. Je ne me revendique pas mon appartenance à un parti politique. Ce n'est pas une approche idéologique, en fait. Non, c'est rien. De toute façon, tout projet politique, toute candidature, c'est fondé par une vision qu'on veut mettre en œuvre, que ce soit la présidentielle, que ce soit les législatives. Toi, ta vision, et même l'adhésion à un parti politique ou à un groupement, c'est généralement fondé sur une vision. À un moment donné, si aucune des factions en place n'incarne, ne représente la vision que vous avez, vous y allez seul. C'est ce qui justifie pour certains. Bon, ça c'est les vrais indépendants. Mais le contexte ivoirien, les lois n'interdisent pas d'aller en indépendant. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale même autorise même qu'on puisse quitter un groupe auquel on appartenait, constituer un autre groupe. Les lois favorisent ça. Bon, donc, et les uns et les autres profitent de cette situation-là pour candidater. Alain Wakili. Oui, mais sur la question, justement, par rapport à l'Assemblée nationale, au-delà de l'autorisation, il y a quand même un effet, un impact financier qui n'est pas suivi. Hein. D'après la loi 2004, dans ses modifications, ça n'a pas changé. Lorsque un député sort d'un groupe pour aller dans un autre, la subvention, la part de la subvention qui lui était consacrée n'est pas reversée à son nouveau groupe. Cela signifie qu'il y a une sorte de petite sanction, n'est-ce pas? Si on autorise qu'ils partent, on devrait aussi autoriser que la cotisation soit reversée, ce qui n'est pas le cas. Donc ça reste à son ancien parti. Donc se dire qu'effectivement, là, à ce niveau, pour moi, ce sont des candidatures sans étiquette. En réalité, ils ne sont pas indépendants. Je ne sais pas sur quelle base. On a, je crois, la CI, à un moment, essayait de mettre sans étiquette. Au moment des résultats, on écrit sans étiquette. Indépendant, quand on met I, peut-être le I peut signifier beaucoup de choses. Et puis, indépendant, c'est long, donc ça met SE sans étiquette.
C'est des candidats sans étiquette politique. Voilà, ils sont sans étiquette politique, chacun a son histoire. Il y en a qui se sont levés, qui n'ont pas été directement militants d'un parti, ils sont indépendants. Et il y a d'autres qui, à la faveur des arbitrages internes, n'ont pas été contents, ils sortent, ils sont indépendants. Et puis, bon, c'est tout ce groupe-là. On devait parler de tout ce groupe, mais je pense que nous, on vise les indépendants issus des partis politiques. Bon, à terme, dans la suite des choses, il y a des pays qui ont connu cela d'autres manières. Ici, c'est vrai que l'Assemblée nationale permet, on en reparlera, cette transhumance. Mais dans d'autres pays, cette transhumance est interdite. Quand tu transhumes d'un groupe à un autre, tu perds ton mandat. Ici, c'est permis, dit-on, même s'il n'y a pas d'effet financier. C'est cela. Voilà. Docteur Arthur Yoboué, est-ce que c'est un signe de maturité démocratique ou de désorganisation politique, ces candidatures massives en tant qu'indépendant? Ça dépend de deux choses. Lesquelles? D'abord, si on se positionne de ceux qui sortent des partis politiques, ça, pour moi, c'est une guerre de positionnement au sein des partis politiques. Parce que j'ai parlé de la question de la double légitimité. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas été reconnus, ils vont, pour prouver qu'ils valent, ils pèsent quelque chose sur le plan local afin de pouvoir gagner l'accord de leur parti. Et c'est ce qui fait qu'ils repartent. Maintenant, si c'est du point de vue de tous ceux qui sortent sans étiquette politique, tous ceux qui viennent de là, pour moi, c'est une vitalité. Dans la mesure où, si vous observez bien, on a parlé de 60% des indépendants, des candidatures indépendantes. Or, dans la dynamique des partis politiques, si on observe bien, on a l'impression que les partis politiques fonctionnent de la même manière. Or, les indépendants, dans leur manière de faire, veulent apporter quelque chose de nouveau. Ils veulent apporter un souffle nouveau, des idées, parce que c'est ça aussi le jeu démocratique. Proposer des idées, proposer des choses pour pouvoir répondre aux attentes. Donc, s'ils sont 60, ça veut dire qu'il y a un besoin au niveau de la population. Et ce besoin, lorsqu'ils gagnent les élections, ça signifie qu'ils ont quand même une matière à apporter. Ils répondent à une attente sociale au niveau de la population. Donc pour moi, c'est dans cette dynamique-là, ça apporte quelque chose de nouveau dans le jeu politique. Sylvain Guédé-Débaï, la montée de ces candidatures indépendantes ne démontre pas que les partis politiques en leur sein ont échoué à jouer leur rôle de sélection des élites pour les représenter sur le terrain pendant ces élections législatives? Moi, il ne faut pas accuser les partis politiques de ne pas jouer leur rôle. Dans chaque parti politique, il y a des règles pour candidater. Au RHDP, on vous demande par exemple de miser 500 000 francs et puis pour venir soutenir votre candidature. Mais c'est la règle. Il faut obéir à la règle. Donc, parce qu'on ne peut quand même pas venir pour un parti politique où il y a des arbitrages à faire, mettre la masse comme ça, et puis bon, on ne sait plus. Il doit y avoir des règles. Et ce sont ces règles-là qui sont appliquées. Et c'est contre ces règles-là que certains se rebellent très souvent. Mais finalement, est-ce que ces règles, finalement, ne sont pas adéquates? Oui, mais quelles règles seraient adéquates? Est-ce qu'il y a une règle optimale? Mais de toutes les façons, il faut poser des bases. Vous voyez? Mais très souvent, il y a aussi la façon d'administrer la règle qui peut être une source de frustration. Et c'est souvent ces frustrations-là qui gonflent le nombre d'indépendants au sein des partis. Des candidats qui se disent, bon, ben, il y a des règles, mais on va désobéir un peu. Et nous sommes sûrs que quand nous allons gagner, le parti cherchera à avoir des chiffres, donc ils vont forcément nous intégrer. Vous comprenez? Et puis, il y a un autre facteur qu'on n'a pas encore cité. Lequel? Qui fait qu'il y a beaucoup d'indépendants. Vous avez vu, le président de la République a parlé de transmission générationnelle du pouvoir. Ben, ça, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mais ça suscite déjà un bouillonnement au sein même de son parti politique. Je vous disais tout à l'heure que dans 46 circonscriptions, son parti, le RHDP, n'a affaire qu'à des indépendants, qui sont souvent issus du RHDP. Quand vous prenez une circonscription comme celle de Gbéléban, en 2011, il y avait un indépendant. Aujourd'hui, ils sont 5 contre le candidat du RHDP. Également, il y a une dynamique partout. Il a parlé tout à l'heure, M. Alafé, de l'élection présidentielle où, pour la première fois, on a enregistré 60 candidatures. Et sur les 60 candidatures, vous avez plus d'indépendants que de partis de candidats investis par les partis politiques. Donc, partout, il y aura cette dynamique. Partout, il y aura cette évolution.
vous verrez que de 2016 à maintenant, le nombre d'indépendants augmente sensiblement. Donc ça, c'est un facteur. Et puis, il ne faut pas oublier que, comme au football, l'élection des députés aussi, il y a un mercato politique. Il faut aller gagner parce qu'un poste de député, c'est monnayable. On l'a vu ici. Quand on a fini de donner les résultats, ben, les indépendants s'offrent aux plus offrants. Et puis bon, les partis politiques aussi favorisent cela. Surtout, très généralement, c'est le parti au pouvoir qui a plus de moyens, mais qui a aussi un programme politique à faire passer, qui va courir, qui va faire la chasse à ces indépendants-là. Et puis bon, là, on met maintenant 4 sur table. Voilà, et notre élection trouve là un sens. C'est-à-dire, on n'est pas forcément élu pour un projet, mais on veut se faire vendre. C'est le mercato politique qui va s'alimenter. On va le voir après cette élection. D'accord, absolument. On attend de voir. Nanro Koulibaly, est-ce que le succès de certains indépendants pendant les élections précédentes n'a pas permis de nourrir en d'autres l'envie de candidater sans chapelle? Oui, absolument, puisque c'est une sorte d'appel d'air. L'autre, il est allé en indépendant, il a gagné, donc moi, je peux tenter. Mais en fait, ce qui est vraiment déterminant au niveau des indépendants, c'est que... parce que c'est un facteur qui est important à toutes les élections, mais l'équation personnelle du candidat. Il estime qu'il a développé suffisamment de contacts avec les populations qu'il est à même de l'emporter sans étiquette. Et vous voyez, certains candidats, avec ou sans étiquette, gagnent. Et puis, bon, après, il vient... donc, c'est vraiment, ça a été un appel d'air, mais il y a l'équation personnelle, chacun, ils ont... Parce que, il a dit tout de suite qu'en un mois, oui, en un mois peut-être, mais depuis longtemps, ils ont mûri le projet. Il était en contact avec les populations, des petites actions sociales, ou bien, en tout cas, développer une sorte de proximité avec vendre son projet, se vendre auprès des populations. Quand arrive la campagne électorale, il est suffisamment avancé, il estime que lui, s'il n'est pas sélectionné, choisi par un parti politique, il y va. Et il se dit que bon, je m'en vais, si je peux gagner, le ciel ne tombera pas si je ne gagne pas, voilà. Et il s'en va. Donc c'est ça. Naturellement, une victoire d'un indépendant encourage un autre indépendant parce qu'on s'en inspire, ça crée un précédent. Donc je suis tellement d'accord avec toi, Ahmed. D'accord. Alafé Ouakili, certaines candidatures indépendantes sont stimulées par les populations. On en a entendu parler dans de rares localités. Est-ce que finalement, les populations ne sentent pas d'autres personnes plus légitimes que celles qui sont dans les partis politiques et qui peut-être ne les représentent pas comme elles pensent qu'il se doit? Stimulé par des populations, stimulé par des parrains, dit-on. Mais la question qui se pose est la suivante. Quand c'est stimulé, à partir de quand, comme il a dit, on sent qu'on peut gagner? À partir de quand? Pour que tu sais que tu peux gagner. Tu es proche de la population, tu es sûr. Mais 2 mois avant l'élection, tu entres en compétition avec le sortant ou celui qui ne peut pas gagner. Tu vas dans un parti, tu déposes tes dossiers avec tous les autres. Tu signes un engagement. Quels que soient les résultats, tu es sûr que tu vas gagner. Quels que soient les résultats, la décision, je m'aligne, tu le signes. Après tout ça, tu t'en fous, tu déchires, et puis tu es candidat. Et puis les populations te suivent dans ça. On nous dit que la population... Mais cette population avec qui tu es depuis, qui savait que qui tu vas gagner, pourquoi elle ne te dit pas, laisse tomber le parti, laisse tomber le parti, ça ne sert à rien, ne va pas te battre, viens, on va t'élire. Ça ne se passe pas. Et puis, il sort dans le dos un matin, on ne l'a pas pris, il devient indépendant. C'est ça le problème. Pour moi, j'ai l'impression que c'est comme les coups d'État, j'en parlais tout à l'heure, pas de bon, pas de mauvais. Mais il y a des coups d'État qui s'imposent. Quand tu échoues, comme à Cotonou, on vous prend, on vous met en prison. Quand tu réussis, c'est toi, tu mets les gens en prison. C'est la même chose. Quand vous échouez, on vous met en prison. Quand vous réussissez, c'est vous qui mettez les gens. Donc l'indépendant qui échoue, tant pis pour lui. L'indépendant qui gagne, on le porte au nu, là, à Mercato, tout. Si cela n'existait pas, si on peut créer clairement, au début ça existait, le groupe des indépendants, vous regroupez en groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est lui indépendant, vous restez indépendant jusqu'au bout, vous pouvez créer des alliances, faire des votes ensemble, mais indépendant, vous restez.
Par rapport à ce qu'il a dit, au positionnement d'après, tout, bon, je pense qu'on peut toujours spéculer, le penser, mais je ne pense pas que les sans-étiquettes que l'on voit s'inscrivent pour l'instant dans un tel schéma. Autrement, ils assumeraient cela jusqu'au bout. On ne sont pas ceux-là. Les gens partent à l'élection et puis quand ils gagnent, ils reviennent dans les rangs. Et même quand ils ne gagnent pas, ils reviennent dans les rangs et demandent pardon. Pas seulement RHDP, mais dans tous les partis. Hein. On a vu au municipal, les gens ont été sanctionnés au PDCI. Ils ont fait aussi leur sabarité, ils sont venus. Et puis, bon, c'est tous les partis. C'est bien compris. Docteur Arthur Yoboué, l'État ivoirien, en laissant le cadre juridique permissif, ne fait pas le lit indirectement à une situation politique assumée? Non, vous savez, les sociétés se développent en fonction des réalités du moment. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une opportunité permissive. Non, c'est au regard de la dynamique de l'évolution de la société. Avant de répondre à cette question, il y a la question de la sélection au niveau des partis politiques. Si vous observez bien, nous, les indépendants, ils sont en face d'autres candidats. Donc, le parti politique, lorsqu'il regarde dans le champ, il se dit que l'enjeu, c'est de faire passer son projet de société. Je parle bien sûr pour le parti au pouvoir. L'enjeu, c'est de faire passer son projet de société. Donc, à partir de ce moment-là, en sélectionnant les différents candidats, il s'assure que ceux qu'il a sélectionnés répondent à lui ces critères. Ces critères qui sont vraiment souvent, qui répondent à des critères que, du point de vue de l'extérieur, on peut ne pas penser que cela soit objectif, mais qui répondent à une rationalité. Donc à partir de ce moment-là, ils sont dans leur logique. Maintenant, la dynamique de l'évolution de la société ivoirienne fait qu'il y a des choses, l'État ivoirien, puisque ceux qui décident des lois, ce sont les législateurs qui compétissent. Donc c'est eux qui observent la réalité et puis ils estiment qu'en ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se jouer. Donc il y a des choses qui doivent s'imposer, mais ça dépend du poids des actions qui sont menées à ce sens-là. D'accord. Sylvain Guédé-Débaï, ne doit-on pas légiférer cette histoire de transhumance ou de candidature indépendante à tout va à laquelle on assiste aujourd'hui? Oui, mais quelle est l'expérience? Parce que c'est face à une expérience qu'il y a un besoin de légiférer. C'est-à-dire qu'on dit que l'élection est ouverte. Tu peux être investi par un parti politique ou non. Les partis politiques eux-mêmes se plaignent de ces indépendants qui sortent de leur rang. Oui, ils vont, et ça va continuer. Ça va continuer parce que vous ne pouvez pas enfermer les libertés des uns des autres. Quoi qu'il y ait des règles, quoi qu'il y ait comment on appelle, des balises qu'on pose. C'est la nature même de l'homme. Vous voyez, souvent, il y en a qui ont atteint un certain niveau de la vie et ils pensent que le moment est arrivé où ils doivent se faire adouber par des populations, se faire élire. Ça, c'est un projet personnel. Maintenant, au niveau de la circonscription, on dit, bon, au niveau du parti politique, c'est celui-là qui est là. On ne peut pas l'enlever. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisqu'il ne peut pas aller candidater ailleurs, ben, il va forcer. Il va forcer, si cela s'appelle indiscipline, mais il y va quand même. Et puis, bon, il est sûr que s'il gagne et qu'il amène sa voix au parti politique, le parti politique ne va même pas hésiter à l'enrôler. Vous comprenez? Et il y a aussi un autre... Maintenant, quand il faut légiférer, bon, est-ce que c'est une situation qui gêne les partis politiques ou alors est-ce que c'est une situation qui gêne les candidats eux-mêmes? Je pense que dans un cas comme dans l'autre, il y a la liberté qui doit prévaloir. Et au nom de cette liberté-là, je pense que tous les pays aujourd'hui s'ouvrent, même au Sénégal, que nous présentons comme un modèle. Les candidats, quand ils sont élus, ils sont libres. Parce qu'il faut faire la différence entre le mandat et puis bon, peut-être le poste de député. Il semble, même dans notre Constitution, que quand tu es élu, tu ne réponds plus véritablement de ta base, mais tu es député national. Voilà, donc il y a ces choses. À la fois, Wakili, vous aimeriez je veux dire, par exemple, quand on fait des lois, souvent on limite. Aujourd'hui, un député suppléant, je suis votre suppléant, l'élection qui suit, on se sépare, je ne peux pas vous affronter dans la même circonscription. Mais pourquoi je ne me plains pas pour dire, pourquoi on me bride ma liberté?
Pourquoi on veut m'obliger à être ami avec vous, à être votre suppléant tout le temps? C'est-à-dire, vous décidez de me libérer, ou bien moi, je me sépare de vous. Je ne peux pas vous affronter à Cocody ici. Alors, je suis votre suppléant. Je suis bloqué. Pourquoi? Ça est dans la loi. Mais c'est ma liberté qui est stoppée. Ma liberté d'être candidat. Je peux être candidat, mais je dois aller à Boaké. Je peux être candidat, mais je dois aller à Korogo. Ailleurs qu'à Cocody. Oui, je peux pas vous affronter à Cocody. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Tout le monde a trouvé ça normal. On applique. Mais quand on dit de légiférer pour empêcher qu'un militant actif d'un parti politique qui, 2 mois avant l'élection, a payé 500 000 francs pour solliciter une investiture, qui a écrit un document, qui a milité et qui s'en fait campagne et qui après revient dans le parti quand il est légiféré pour l'obliger à cesser de militer 3 mois ou 6 mois avant. Comme au Kenya, ça existe au Kenya. Ça existe au Kenya. Je n'ai pas fait beaucoup plus de recherches pour savoir si ça existe dans d'autres pays, mais ce pays-là a dû connaître des désordres et des désastres de cette nature-là. Et ils ont légiféré 3 mois avant pour une élection de députés. Tu démissionnes. Si tu es sûr de toi, tu démissionnes. Et puis, tu pars en indépendant, tu ne demandes pas d'investiture, tu pars et puis tu gagnes tranquille. Et puis, on n'emmène personne. Voilà, on ne peut pas revendiquer une liberté après avoir vendu cette liberté à un parti politique. Et puis, le jour qu'on ne t'a pas choisi, c'est là que tu te rends compte que tu es libre. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut un peu plus de clarté, un peu plus de transparence, un peu plus d'éthique dans la politique. Et moi, quand je le dis pour tous les partis politiques, d'une part, et je le dis pour toutes les élections. Moi, ce n'est pas seulement pour les députés. Hein. Il y a des gens qui ont applaudi Don Melo comme candidat, dissident, sans étiquette. Moi, je ne suis pas d'accord. J'estime qu'il devait démissionner 6 mois ou 1 an avant du PPACI. Quand il a discuté, ça n'a pas marché pour être indépendant. La loi doit obliger désormais, ça doit être connu d'avance. Hein, désormais, on discute 6 mois avant ou 12 mois avant. Et il sort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, le président Billon, M. Billon, est-il toujours candidat militant du PDCI? Des gens ont applaudi, il était indépendant, on voyait, c'était peut-être bon pour l'apaisement dans le pays, mais moi j'estime que ce n'est pas juste. Il faut de la clarté. Et tous les partis politiques en ont besoin. Pas seulement le RHDP, ces indépendants d'aujourd'hui, mais le PPACI, le FPI ou autre, par exemple. Quand le PPACI dit on ne va pas à l'élection, si cette loi-là existait, les membres de la direction du PPACI qui sont aujourd'hui candidats, ils ne seraient pas là aux élections. Et tous ne seraient pas là aux élections, la loi existait, le PPACI dit on ne va pas à l'élection, on ne part pas. Si tu voulais aller, il fallait démissionner du parti 3 mois ou 6 mois avant. Voilà, donc il faut, voilà, donc je dis que ça doit, il faut que les partis créent un consensus, c'est vrai. Une fois on est élu, le mandat n'est pas impératif. On est député de toute la nation. Mais avant, d'ailleurs, mais tu n'es pas obligé d'être militant d'un parti politique pour devenir président de la République, pour devenir député, président de conseil régional et sénateur. Bon, qui t'a envoyé dans un parti politique? Tu es parti librement. Et tu vas dedans, il faut en accepter les règles. Ce n'est pas obligatoire de militer. Comme en Tanzanie ou peut-être dans d'autres pays, il faut être forcément parrainé par un parti. Ce n'est pas obligé. On ne t'a pas obligé. Donc, si tu rentres, il faut en accepter les règles jusqu'au bout et non à 2 mois d'une élection ou d'exprimer un désaccord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'attitude. D'accord. Nanorogo Coulibaly, est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde assume pleinement la décision de la direction du parti? Elle a fait à souligner quelque chose qui me paraît important. Dites-nous. Quand vous postulez déjà au sein d'un parti politique, que vous vous engagez, bon, c'est un engagement, c'est comme si vous avez prêté serment. Et si vous n'êtes pas choisi, vous devez respecter le principe. Par contre, il y a les indépendants qui n'ont pas déposé auprès du parti politique. Eux, dès le départ, déjà, ils étaient sûrs de leur fait. Eux, ils peuvent... voilà, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut dire, c'est que ça pose un problème quand même. Alors, une fois, le mandat à qui il appartient? À un parti politique, à l'élu lui-même ou bien à l'électeur. On peut bien légiférer. Hein. En Inde, je pense qu'il y a la loi anti-défection. Je crois que c'est ça. En Inde, je pense qu'au Sénégal aussi, il y avait... Puis au Bénin récemment, ça a été constitutionnalisé au Bénin. Voilà. Ouais, il y a des cas. Mais il faut se poser la question, une fois élu, à qui appartient le mandat?
est-ce que si je suis élu sous la bannière d'un parti politique, c'est vrai, le parti a l'impact du parti est là. Mais il y a aussi mon équation personnelle en tant que candidat, en tant qu'individu qui a sa carrière politique, vous voyez. Donc c'est un concours de plusieurs éléments. Vraiment, on peut légiférer et puis arrêter le principe, mais pour légiférer, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. L'équation personnelle du candidat qui est élu, ensuite tenir compte de l'électorat, qu'est-ce qu'ils l'ont élu, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, et enfin, s'il est investi par un parti politique, ce que vaut la contribution du parti politique à son élection. On peut vraiment légiférer pour clarifier les choses. Il y a des exemples historiques qui existent, on peut les suivre tranquillement, mais il faut vraiment analyser en tenant compte de tous ces facteurs-là. D'accord, nous allons aborder un autre aspect de cette émission. C'est un problème que les partis politiques, autant que les indépendants, ont à cœur de résoudre, celui de savoir comment éviter la transhumance politique. Justement, on tentera d'y répondre dans cette partie que nous entamerons juste après ce micro-trottoir que nous propose Siaka Kone. Pour un candidat indépendant qui a une ligne à défendre et qui a été élu sur cette bannière d'indépendant, et donc ce dernier peut se rapprocher d'un parti politique qui a des visions proches à ces valeurs qu'il défendait auprès de la population qu'il a élue. Et donc, même si peut-être qu'il y a un écart fondamental, il doit quand même se rapprocher de cette base pour voir vraiment l'attitude à tenir. Mais il ne doit pas aller de manière sine-die ou bien de manière volontaire, personnelle, contre la décision de ces militants qui l'ont voté, qui ont eu confiance en lui par rapport à un programme bien déterminé. Et donc, c'est toujours un débat de fond qu'il doit faire avec sa base avant de faire cette mutation vers le parti qu'il souhaite accompagner politiquement. Cela, en réalité, fragilise ou détruit, si vous voulez, la confiance de l'électorat. Parce que l'homme politique va peut-être sous une bannière et l'électeur ou son électorat va lui accorder sa confiance peut-être en fonction de ça. Au-delà même de son projet, de son programme politique, c'est peut-être parce qu'il estime que celui-là est à même de pouvoir, c'est-à-dire satisfaire ses intérêts. Et une fois élu, on assiste à un mercato politique, ce qui est très dommage, ou à une migration de ces hommes politiques-là, voilà, qui, au gré des circonstances, vont migrer vers d'autres partis politiques. Comme je l'ai dit, pour nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on en appelle à la conscience collective là-dessus, parce que finalement, le désintérêt de la jeunesse aussi peut être fonction de ses comportements. Une personne qui vit en tant qu'indépendant et puis après, il s'insère dans un parti politique, il n'y a pas de problème. Les gens vont parler de trahison, mais ce n'est pas forcément la trahison. Il y a d'autres personnes qui vivent en tant qu'indépendants. Ils ne peuvent pas rentrer dans un parti politique en même temps, donc ils viennent en tant qu'indépendants. Et puis après, maintenant, forcément, il y a des dirigeants politiques, des partis politiques qui vont les voir. Ah, cette personne-là, on peut l'intégrer dans notre parti politique. Donc, voilà, on peut le placer dans tel coin. Donc, pour moi, c'est véritablement une trahison envers la population qui t'a élu. Peut-être que c'est des actes que tu posais envers la population qu'on t'a aimé. On ne t'a pas vu derrière un parti, tu n'étais pas assis dans un parti. Du moins que tu cherches subitement, c'est peut-être que tu vas avoir, pour avoir un per diem ou bien des moyens dans ce parti. Vraiment, ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que vraiment, avoir un parti, c'est important, mais quand même, il faut aller aux élections avec un parti. Tu dois te choisir par un parti, mais tu es indépendant et que du coup, tu te trouves dans un autre parti. Vraiment, bon, ça a été une trahison pour moi par rapport à la population. Je ne trouve pas de problème, mais pour que le peuple puisse se sentir à l'aise, le candidat élu doit communiquer avec le peuple pour leur dire la raison pour laquelle il veut intégrer ce parti et montrer aussi les avantages de sa venue dans le parti. Retour sur le plateau du débat sur RTI1. Vous êtes en direct sur la chaîne qui rassemble. Transhumance vers un autre parti politique ou bien quitter sa chapelle pour être indépendant. On a écouté différents avis. Certains sont d'accord pour que des candidats élus en tant qu'indépendants puissent
à intégrer un parti politique, d'autres non. Messieurs, est-ce que pour vous, il y a trahison ou pas quand on réagit ou quand on agit de cette façon après l'élection? Nanrogo Koulibaly. Alors, d'abord, trahison, je trouve que le mot est un peu fort. Transhumance, même, je trouve que c'est déjà plus fort. On l'a entendu dans les réactions. Voilà, on peut parler de mobilité, mobilité parlementaire. D'accord, pour atténuer. Oui, pour atténuer un peu. Mais il faut dire aussi que, en fait, le champ politique, il est fondamentalement dynamique. Et les intérêts peuvent changer. Les intérêts, bon, je veux dire que ça peut être basique, hein. Mais bon, c'est ce qui est un peu déplorable parce que, et là le terme transhumant conviendrait, un peu comme si quand l'herbe est verte de l'autre côté, on migre là-bas. Voilà, sinon, il y a aussi des situations, des défis stratégiques qui se posent et qui engendrent des recompositions politiques, par exemple. On a eu ce cas en RD Congo. Après l'élection de Tshisekedi, il était porté par le Front commun, je crois que c'était le Front commun. Et puis après, bon, son alliance avec Kabila a fait long feu. Et il y a eu une recomposition totale avec ce qu'on appelait l'Union sacrée pour le Congo. Donc il y a des moments stratégiques qui peuvent justifier des recompositions politiques. Là, mais parfois, ce qui a à déplorer, c'est quand c'est un peu basique, voilà. Comme la dame l'a dit, ce qu'on pourrait appeler la transhumance, sinon les recompositions politiques, la scène politique, elle est vraiment dynamique. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas nécessairement demain. Et les intérêts stratégiques peuvent changer et amener à faire des recompositions politiques qui peuvent justifier cette mobilité-là. Voilà. Donc, je ne parlerai pas de trahison, je parlerai d'adaptation aux circonstances et au contexte politique du moment. Docteur Atur Yoboué, votre avis sur cette question? Moi, je parlerai plus de gouvernance participative, dans la mesure où, vous savez, quand les indépendants vont solliciter le vote d'une localité, ils s'attendent à ce que celui à qui ils ont donné le vote puisse parler en leur nom et défendre leurs intérêts. Donc, la démarche serait de pouvoir, au regard des dynamiques évoquées, de pouvoir communiquer. Mais moi, il y a un aspect qui m'intéresse le plus dans ce conseil de transhumance. C'est la crédibilité même des candidats. Je vais me référer rapidement au présidentiel et puis surtout, j'ai fait une fixation un peu avec le candidat, le président du FPI. Allez-y. Voilà, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Quand vous observez bien le parcours, ces alliances stratégiques et qui se sont les alliances qu'il a nouées, il était au FPI avec Laurent Gbagbo. Après, par rapport au contexte, il s'est positionné avec le PDCI. Par rapport au contexte encore, il s'est repositionné avec le RHDP. Et par rapport au contexte, il est revenu se repositionner encore avec le PPACI, avec le GPS. Donc, vous voyez, ce parcours-là décrédibilise l'acteur lui-même. Donc, pour moi, le jeu politique est marqué par des questions de conviction. Quelles sont les valeurs que vous mettez au devant qui permettent à la population de vous suivre? Donc, ce sont ces valeurs, ces convictions-là, dans le jeu démocratique, qui fondent votre démarche politique. Donc, pour moi, si ces valeurs sont constantes et qui sont expliquées, c'est pourquoi je parle de gouvernance participative, on peut suivre votre constance. Mais lorsque on voit que c'est une affaire de positionnement stratégique par rapport aux intérêts personnels, ça décrédibilise votre démarche. Et en ce moment-là, pour moi, je parlerai de trahison dans la mesure où vous avez trahi le vote. Le vote, c'est le pouvoir dans la démocratie de vous exprimer. Vous vous attendez à ce qu'on vous défende. Et vous, si dans le jeu politique, il y a le parti au pouvoir qui a envoyé ses candidats, qu'ils ont battu. Donc vous repartez parce qu'il y a une réalité en Côte d'Ivoire qui s'impose, qui fait qu'on pense qu'il faut forcément être du parti au pouvoir pour bénéficier des projets de société. On entend dans les différents discours, mais cette manière de penser-là, pour moi, c'est une représentation qui est mobilisée, dans la mesure où il y a d'autres candidats qui ont battu le parti au pouvoir, mais qui n'ont pas ramené leur candidature là-bas, des indépendants, et qui ont eu des projets de société qui se sont développés. Donc, c'est une manière de mobiliser. Donc, pour moi, c'est la question de crédibilité pour revenir à la notion de gouvernance participative. D'accord. Alafi Ouakili, à qui profite réellement ce changement de situation, cette transhumance? Au peuple représenté par le candidat ou au candidat lui-même? Bon,
Ça dépend. Je ne sais pas si ça profite au peuple ou si c'est au candidat, mais apparemment c'est au parti politique, au bloc. Ce que je veux noter, c'est que quand il s'agit des électeurs et qu'on leur colle la transhumance, ça ne dérange pas. On ne dit pas que c'est mobilité des électeurs, mais on a vu des gens monter au créneau pour dénoncer la transhumance de l'électorat des électeurs qui partent d'un endroit à l'autre pour voter là où ils n'habitent pas, où ils n'ont pas d'intérêt. Mais quand c'est des acteurs politiques qui transhument, on dit non, il faut être un peu gentil, parler de mobilité. Mais en même temps, on dit, ils vont là où ça brille, ils broutent, où il y a de l'herbe. On trouve que c'est normal. Donc, c'est dans leur intérêt d'élus, d'une part, et d'autre part dans l'intérêt des partis politiques. Mais je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Mais avant de mettre de l'ordre dans ça, il faut d'abord mettre de l'ordre dans les options et les possibilités des candidatures indépendantes. On peut faire des alliances, comme peut-être ce que le président du FPI fait, que lui désapprouve, mais qui sont des alliances tactiques, de partis politiques, de groupements, de choix, d'explications, de vote, sans adhésion forcément. Voilà, dans les communes ou autres, on peut le faire. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord mettre de l'ordre dans la possibilité d'être indépendant ou pas, et ensuite mettre de l'ordre dans les ralliements. Il peut y avoir une liberté de vote, mais l'adhésion, il y a une liberté de vote du député qui reste non inscrit. Il est non inscrit en début de mandat, et durant tout le mandat, il est non inscrit. Maintenant, à chaque vote, il peut voter tel ou tel sujet selon sa sensibilité. Ça aussi, c'est possible. Mais on constate que tel n'est pas le cas. Et les gens, juste après leur élection, ils transhument, oui, ou en cours de mandat, ils peuvent aller dans d'autres partis. La loi le permet, mais la morale et les populations se sont exprimées là-dessus. Ça ne passe pas toujours bien. C'est peut-être pratique. Les partis politiques, ils gagnent en majorité, en stabilité, en possibilité de faire passer leur vision par rapport aux majorités nécessaires. L'élu peut y gagner quelque chose, mais souvent le procès qui est fait sur la confiance dans la politique, sur la crédibilité des politiques, ce procès-là peut aussi trouver là, quelquefois, un peu de son explication au-delà de la vitalité des candidatures que l'on a constatées. Sylvain Guédé-Debailly, on ne vous a pas entendu sur s'il y a trahison ou non qu'un candidat indépendant fasse allégeance à un parti politique. Oui, ben moi je soutiens toujours la liberté. C'est-à-dire que au nom de la liberté de l'élu, on ne peut pas interdire qu'il aille là où il trouve sa conviction. Mais il y a un suffrage qui vous a amené là. Oui, bien sûr, bien sûr. On parle de transhumance. Ouais, quelqu'un a dit tout à l'heure que le mot est un peu fort parce que généralement, ce mot-là est utilisé pour le bétail. Vous comprenez? Bétail qui se déplace pour brouter de l'herbe là où il y en a. Voilà. Mais ça s'applique. C'est contextuel. Hein. Voilà. Ça s'applique au domaine politique. Alors, les gens transhument parce que quelque part, ils ont fait des promesses qu'ils veulent tenir. Et quand vous voyez dans l'actualité politique, actuellement, au moment où on est en pré-campagne, vous verrez des députés offrir des ambulances, des députés offrir des choses vraiment qui ne sont pas toujours à la portée des moyens d'un député. Ben, de telles choses, ça donne des idées. Ça donne des idées. Mais ce que je veux dire à la fin, si on a eu cette loi sur la transhumance des électeurs, si on a réussi à imposer un certain ordre, je pense que c'est parce que c'est une question éthique. C'est parce que cela n'est pas bon et cela force le jeu politique qu'on a mis cette loi-là pour dire que quand vous n'avez pas d'intérêt dans telle circonscription, vous ne pouvez pas aller vous inscrire là-bas, vous ne pouvez pas voter là-bas. Quand vous le faites, c'est une fraude. Alors il faudra peut-être imaginer la même chose pour les députés qui, une fois élus, s'offrent aux plus offrants. Il faut mettre des balises. Il faut mettre des balises parce que c'est une façon aussi de moraliser la vie publique. Alors, pour poser des balises, on peut peut-être demander aux députés élus
d'organiser un référendum chez lui dans sa circonscription. Vous voulez aller au parti qui vous appelle, bon, venez organiser une sorte de référendum. Je vais aller dans tel parti, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, les populations qui vous ont élu vont encore se prononcer. Si vous avez leur caution... Ils vont organiser la CI. Oui, mais il faut que la CI s'implique aussi. Non, voilà, c'est tout ça que j'appelle mettre des balises. Pour une transhumance, pour quelqu'un qui veut transhumer, qu'il le fasse. S'il finance l'élection, hein, en Côte d'Ivoire, on ne va pas financer ça pour lui. Même s'ils sont nombreux, les indépendants. Il va en tant qu'arbitre. Et puis peut-être... passer par la localité. Voilà, peut-être une autre solution. Ses propres frères. Oui, une autre solution, c'est peut-être de renforcer le statut du député non inscrit. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de donner un délai pour dire qu'on vient de proclamer la liste des candidats élus, des députés. Alors, on vous donne tel délai pour faire un choix, c'est-à-dire pour vous inscrire dans le groupe parlementaire de votre choix. Une fois ce délai passé, cela n'est plus possible. Parce que, à la fin, quand à l'approche par exemple d'une élection présidentielle, des députés quittent leur parti pour aller dans d'autres, ça force les équilibres qui étaient déjà établis, ça force les équilibres politiques qu'on avait. Et cela, quand je le dis, je regarde un peu ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, le parti dit des démocrates n'a pas pu avoir un candidat parce qu'il leur manquait un parrainage. Un seul député. Ils étaient 28. Un seul a été repêché par... Bon, on dit que c'est sa liberté, mais à la vérité, il a été démarché. Et puis, une fois qu'il a quitté sa base, bon, les démocrates n'avaient plus suffisamment de députés pour avoir le parrainage. Bon, vous voyez, ça crée un déséquilibre et ça a une conséquence grave. Aujourd'hui, une partie entière de l'opinion béninoise ne pourra pas s'exprimer à l'élection présidentielle. Donc, il faut mettre des balises. C'est vrai, on est libre. C'est vrai qu'on a un mandat. C'est une question de représentation. Mais il faut que ça obéisse à une certaine éthique. Parce que notre société évolue. Il faut qu'on instaure un peu de morale quand même dans ces choses-là. Nanoro Coulibaly, comment justement il faut éviter cette transhumance? Oui. De façon pragmatique. Oui, il y a un seul moyen pour éviter, c'est la loi. C'est légiférer, adopter, inscrire, soit une loi, ou bien dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est les deux, c'est les deux solutions. Oui, c'est la solution pour limiter ce que vous appelez transhumance, mais bon, ce mot-là encore un peu long. Ouais. En fait, la scène politique, elle est mouvante, elle est dynamique, et rien n'est définitivement calé. Donc, il peut y avoir des situations assez spéciales qui justifient ces mobilités. Migration. Voilà, ces mobilités ou migration. Quand c'est assez un peu... Ou juste pour des prébendes, comme ce qui arrive au Bénin, c'est ce qui est un peu malsain. Sinon, il y a des cas où c'était nécessaire pour assurer la continuité de la gouvernance. Le cas du Congo est là. Parce qu'il y a un blocage où la coalition ne marchait plus, le pays était bloqué. Donc, Tshisekedi devait reconstituer une majorité autour de son projet. Donc, il a créé l'Union sacrée, il a généré l'Union sacrée, avec des députés qui ont bougé à gauche et à droite pour nous donner une certaine franchise, nous donner les mains libres pour pouvoir gouverner et continuer à travailler. Sinon, le pays était bloqué. Ça, c'est une situation particulière. Imaginez qu'on était les lois avaient tout calé et qu'en ce moment précis, il n'avait pas la possibilité de reconstituer une majorité. Le pays était bloqué. Et peut-être qu'on irait vers une solution, une autre élection. Bon, vraiment, on peut légiférer, c'est la loi seule qui peut résoudre la question. Mais il faut en juger de l'opportunité pour le faire. Voilà. D'accord. À la fin, avec vos solutions. Non, moi, je pense qu'il y a des coalitions qui sont possibles. Quand vous avez le cas du Congo, il ne sait pas quels sont les détails. Ils ne sont pas obligés de créer un nouveau parti, union sacrée. On peut créer un groupement, on peut créer des coalitions. Il est possible d'avoir des soutiens à des projets. Il est possible, dans le cas du Bénin, lui, le député étant libre, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de dire « je ne soutiens pas le candidat que vous avez désigné, je ne suis pas d'accord que notre parti aille à l'élection ». Il peut exprimer un point de vue dissident, il peut refuser de donner son vote et son accord à une proposition, à un choix fait. Il a exprimé. Voilà, il a exprimé. Donc voilà, ce n'est pas dans son cas, est-ce
est-ce que c'est une transhumance? C'est un désaccord qu'il a exprimé. Il n'est pas d'accord, lui-même il retire volontairement. Est-ce qu'il a migré, il est parti ailleurs? Bon, on peut le soupçonner, mais il y a des possibilités, il y a des désaccords qui existent. C'est comme on a vu aujourd'hui entre la gauche extrême ou bien la LFI, les Insoumis, et puis la gauche. Ils étaient en coalition, le nouveau Parti socialiste, ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Mais ce n'est pas de la transhumance, chacun reste dans sa posture. La gauche a décidé aujourd'hui de partir avec le bloc central, mais ce n'est pas en tant que telle transhumance, c'est des postures, et il est possible d'avoir ces postures-là aussi chez nous. Donc, voilà, tous c'est des postures alors. Oui, bien sûr, c'est des postures. Plutôt que des non, ce n'est pas la même chose, c'est des adhésions. C'est des transhumances qui conduisent à des adhésions par rapport à des postures avec la décision de soutenir le budget. Le budget est d'ailleurs passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais la gauche reste la gauche. Le bloc central reste le bloc central. Chez nous ici, on devient militant d'un groupement, on devient un adhérent, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc il est possible, comme il dit ces mouvements, il y a des dynamiques, il est possible de participer à des dynamiques, de constituer des majorités nouvelles. D'ailleurs, ça existait déjà en Côte d'Ivoire, des coalitions pour créer, ou des blocs, des unions pour créer des majorités parlementaires en Côte d'Ivoire. En 2000, on a vu ça. Ça existait, ça pouvait exister. Bon, le RHDP a toujours été seul majoritaire. Non, le RDA à l'époque a été seul majoritaire, mais il avait créé des blocs pour voter des lois avec le PDCI au niveau du RHDP, sans que ce soit forcément, dans un premier temps, des adhésions absolues, mais des groupements. Et les indépendants venaient dans ce groupement. Maintenant, ils viennent dans chacun des partis, ou notamment le PDCI. Donc, il y a la possibilité de mettre un peu plus d'ordre. Il faut légiférer, d'autant plus que, comme je l'ai dit, le règlement à l'Assemblée nationale ne permet pas de donner un bonus à un parti qui accueille un élu. Donc, sa quote-part dans le financement reste au parti qu'il quitte. Ça veut donc dire qu'on a un début de mesures pour ne pas inciter à la transhumance, à des départs au niveau de la loi d'ailleurs. Docteur Athio Yoboué, vous partagez les solutions de Nanrugo Coulibaly et Alafé Ouattili. Sinon, quelles sont les vôtres? Dans la mesure où la question est de légiférer, trouver une formule qui permet de s'entendre. Mais là, ma préoccupation, c'est au niveau même de la fonction que remplissent les partis politiques. Parce que ce dont nous sommes en train de parler, si vous observez bien, il y a la campagne qui s'est faite au niveau des législatives. Et quand vous entendez les discours des différents candidats, souvent vous avez l'impression que dans le discours, les candidats même ne savent pas exactement la fonction du député dans les discours. Donc cela met en évidence le rôle que doit jouer un parti politique. C'est-à-dire quoi? Des exemples précis des discours. Lorsque on nous dit que, par exemple, si vous... Je donne le cas que j'ai entendu par rapport à la région de Bengué. Voilà, où il y a un candidat qui a signifié que si dans la région, si les indépendants ont près de 10%, ils n'auront rien en termes de développement. La vidéo circule sur les réseaux sociaux actuellement. Un candidat qui a été adoubé par le parti au pouvoir, dans la région de Bengué, il a signifié que si, dans les quartiers, si les indépendants qui sont là-bas arrivent à avoir 10%, les autres n'auront rien à entendre. Ils vont les traiter comme indépendants. Donc, est-ce que ça, c'est le rôle d'un député de s'assurer? Il fait sa campagne, ce n'est pas son rôle. Ça. Non, il fait sa campagne, mais comme un député qui dit pour des tirs de Koutoukou, bien, il ne sait pas, d'alcool, des gens bradent leur terre, c'est ça aussi le rôle. Il faut dévoiler tous les discours. Maintenant, lui, il fait campagne contre les indépendants. Comme moi, je fais campagne ici contre les indépendants. Selon vous, une façon de titiller? Oui, non, il ne faut pas. Moi, je vais questionner. Il faut pas. Vous savez, les partis politiques sont des arènes de débat pour susciter des questions de fond, pour trouver des solutions réelles. Or, quand vous présentez la formule sous cette forme-là, ça donne l'impression que, pour moi, les partis politiques n'ont pas axé leur analyse, leur débat. Ils devraient donner des éléments de langage aux candidats? Non, pas forcément des éléments. Ils devraient adresser des problématiques de la société
afin de apporter des éléments de réponse. Pour moi, c'est ça le rôle d'un parti politique. Parce que dans son fonctionnement, il y a 3 axes majeurs. En tant que parti arène de débat, en tant qu'agent de socialisation, où on amène les individus à comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionnent les normes qui nous gouvernent et comment participer. Et si pour moi, si ces rôles-là sont effectués, je pense que la question même de la transhumance va venir de soi. Parce que chacun saura que, en termes de citoyenneté, voici ce à quoi j'ai droit, voici mes habilitations, voici ma capacité de contrôler même l'action de l'État. Et ma capacité de choisir celui qui va me diriger. Donc tout cela, si c'est clair dans l'esprit de ceux qui nous dirigent et ceux qui choisissent les personnes, pour moi, ça va permettre de faciliter certaines lois, telles que les sanctions au niveau de la transhumance. Donc, c'est un peu ma contribution au niveau des solutions. Il faut amener les partis politiques à traiter réellement les problématiques au lieu de les dévier de leur objectif. D'accord. Sylvain Guédé-Bailly? Oui, ben, au-delà de cela, je pense que il faut imposer un certain cadre. Hein? Il faut imposer un cadre parce que moi, je notais tout à l'heure le renforcement du statut du député non inscrit. Parce que quand on ouvre la législature, on donne la possibilité à chaque parti de former son groupe parlementaire et même aux indépendants, s'ils le veulent, de former leur groupe parlementaire, etc. Donc, si on pouvait renforcer, c'est-à-dire donner un certain nombre d'avantages à celui qui reste indépendant, ben, il ne serait pas tenté par le gain de rejoindre le groupe le plus offrant. Vous comprenez? Et là, cela pouvait même donner une certaine vitalité à la politique. Imaginons un cas où un jour, à l'Assemblée nationale, les indépendants sont un peu plus nombreux que les députés des autres partis politiques. Mais là, ça devrait mettre en exergue la capacité de négociation de celui qui a l'exécutif. Voilà. Donc, il faut qu'on ait des situations où vraiment on ne dénature pas le statut du député. Parce qu'un député, la personne qui vote les lois, c'est quand même pas n'importe qui. Et il ne doit pas se comporter n'importe comment aussi à l'Assemblée nationale. Et donc, j'espère que quand on regarde cette législature qui arrive, par la qualité des hommes qui sont aujourd'hui candidats, par la jeunesse, par leur jeunesse. Et puis bon, quand on voit le nombre de femmes, bon, c'est vrai que cette année, il y a une petite régression, mais il faut de plus en plus de femmes pour imposer aussi des voix féminines. Si on arrive à ça, je pense qu'on pourrait arriver à une sorte, je le redis encore, une sorte de moralisation de nos institutions, à commencer par l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Très bien. Je vais juste m'interroger, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'adhésion même des populations? Parce qu'aujourd'hui, je suis candidat indépendant, et puis après, je me rallie, c'est comme si on considère que j'ai trahi. La prochaine élection, ils peuvent me sanctionner. Oh, c'est trop que le gars, il est réélu. Oui, mais là on a l'impression que bon, le député, il est un peu comme un leader, comme c'est le leader qui impose sa vision souvent à la page. Vous voyez, au niveau des conseils municipaux et régionaux, souvent, quand le maire ou le président du conseil régional fait défection, il part dans un autre parti, en général, il y a des dissensions et il y a des tentations, des tentatives qui marchent ou qui ne marchent pas, de le destituer, de le changer, bon, quelquefois, mais ça se tente. Ça veut aussi dire que, même en l'absence de loi qui dit qu'il peut être déchu automatiquement, comme pour les députés, on voit bien que ce n'est pas toujours accepté et que des interrogations se font. Et c'est une sorte de mini-référendum qui est là, et qui, même si il s'est dit inamovible et il n'y a pas d'unanimité, mais les tentatives là montrent bien que dans un petit cadre, ce n'est pas toujours accepté. Certains élus en ont payé le prix d'ailleurs. Voilà. Au-delà des individus, c'est la démocratie elle-même qui est interrogée. On aborde une autre étape de cette émission qui s'ouvre par l'intervention de notre expert sur le prochain volet que nous développerons dans un instant. Au niveau de la démocratie, cela va présenter un jeu d'idées, un jeu politique. C'est pour éviter que, lors des prises de décisions importantes au niveau du Parlement, que l'on ne puisse pas maîtriser les candidats indépendants.
Donc cela permettrait aux partis majoritaires, soit si c'est le parti au pouvoir qui est majoritaire, cela lui permettra de pouvoir faire passer tous les projets de loi en sa faveur, car ce sont eux qui ont la majorité. Dans le cas contraire, si c'est le parti non au pouvoir qui a la majorité, il y aurait un regard et des rejets au niveau des projets ou des propositions de loi venant du parti au pouvoir. Donc ici, c'est un choc. C'est un choc qui pourrait intervenir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que le Parlement fait l'effort de tenter de rééquilibrer. Mais encore l'une des choses, même si transhumance politique n'a pas pu avoir d'effet, le constat est que le parti au pouvoir a la possibilité de nommer des sénateurs. 66 sénateurs sont certes élus, mais 33 nommés par le président de la République. Ce qui lui permet encore de réorganiser les prises de position au niveau du Parlement. Nous avons écouté notre expert qui a été interrogé par F. Boué, notre reporter, qui nous a un peu éclairé sur cette question de transhumance et de ce que ça peut avoir comme impact sur la société. Messieurs, dites-moi, est-ce que finalement ça n'entame pas la confiance entre les élus et leurs électeurs? Docteur Yoboué. En termes de rapport de confiance entre les élus et les électeurs, moi, c'est la question même de qui gagne dans l'enjeu même de la transhumance. Parce que quand vous observez, c'est le fait qu'à un moment donné, on puisse revenir pour avoir des avantages escomptés. Mais ces avantages-là, si ces avantages sont mis au profit de la population, je pense qu'à ce niveau-là, ça renforce et ça expliquerait le fait qu'ils regagnent encore des élections dans les localités. Parce que quand ils repartent au parti au pouvoir et qu'ils donnent la victoire au parti au pouvoir et qu'ils observent que les retombées sont favorables à une région, ça renforce le leadership. Mais en termes de démocratie, pour moi, c'est la question de la confiance même au vote. Parce que quand vous choisissez en tant que citoyen d'aller voter, c'est un pouvoir que vous avez de décider. Et quand vous décidez, celui qui va parler en votre nom et que celui qui parle à votre nom, c'est pourquoi j'insiste sur la notion de gouvernance participative, qui doit prendre des décisions. S'il ne vous associe pas par les formes de référendum qui ont été présentées, ça trahirait votre confiance. Donc ça va trahir même votre croyance au système qui vous gouverne. Donc la démocratie, ça va donner l'impression qu'à un moment donné, la démocratie serait le jeu des forts pour opprimer les faibles. Donc c'est l'impression que ça va donner. Donc pour que tu puisses t'en sortir, il faut forcément que tu t'allies au fort. Alors que la démocratie est conçue comme le processus qui permet à chacun de pouvoir fonctionner et de bénéficier des rétributions de la croissance sans appartenance politique, sans appartenance religieuse, à partir du moment où nous avons le statut de citoyen. Donc pour moi, c'est un peu cet aspect-là. D'accord. Alafé Ouakili, est-ce que finalement, il ne faut pas permettre aux populations d'avoir un pouvoir de sanction pour dissuader certains politiques qui trahiraient leurs convictions? Non, les populations ont ce pouvoir de sanction, comme il a dit, pour les élections d'après, mais ça ensuite, dure 5 ans quand même. Ouais, ça dure 5 ans, mais elles ne peuvent pas, en cours de mandat, elles sont obligées d'accepter 5 ans, et puis au bout de 5 ans, il y a des logiques nouvelles qui apparaissent. Donc, c'est le législateur, avec aussi l'accord des populations, le législateur doit, en amont comme en aval, d'abord pour les candidatures et ensuite, après la victoire, le législateur doit réfléchir, avec l'accord des populations, poser les balises, on doit prendre les tests, les règlements qui permettent de réguler cela. Mais dans le même temps, je pense qu'on ne doit pas perdre de vue le fait que nous avons dit ici qu'il y a deux types d'indépendants. Il y a des gens qui ne sont pas militants, ne sont pas dans les partis politiques, ils ont une vision, ils ont des idées, ils ont une ambition et ils vont à la rencontre des électeurs. Comme il a dit, il y en a eu pour l'élection présidentielle, pour l'élection municipale, pour l'élection législative et régionale. Donc, ils vont à la rencontre. Et après, la plupart
Aussi, certains parmi eux, ils finissent par se réverser dans les partis politiques. Il y a d'autres aussi issus des partis politiques. Pendant leur campagne même, ils se battent avec le candidat du parti. Ils disent qu'ils ont leur relais dans le parti. Ils sont toujours militants du parti. Ils veulent gagner pour le parti. Je ne sais pas si ils sont indépendants sans lettre. Voilà, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et le parti est obligé d'aller les désavouer, d'aller avec de partir avec toute la direction sur le terrain, parler aux populations. Non, maintenant le problème, on voit, quand ils gagnent, comme on l'a dit, quand ils gagnent, bon, on laisse tomber. On dit, mais il faut faire en sorte... Bon, ce qui fait que, peut-être nous on parle ici, les choses ne vont pas changer, hein, parce que ça arrange peut-être après tous les partis politiques, après la victoire. Voilà, rien ne change, on attend la prochaine élection pour voir et puis gérer encore la question des indépendants, en pensant que la logique interne des partis va réguler cela. Et comme les partis politiques sont l'émanation des populations, les populations sont en face souvent les partis politiques écoutent, et que l'électeur, le citoyen électeur qui est militant ou sympathisant est souvent plus discipliné que l'indépendant sans étiquette. De sorte que l'électeur, le citoyen, celui qui on veut compter pour réguler, on ne peut pas compter sur lui parce qu'il n'est pas toujours rebelle. Et dans la majorité des cas, il n'est pas souvent indépendant aux partis politiques. C'est pour ça que tous les indépendants ne gagnent pas d'ailleurs. Quelques-uns y gagnent, mais vous verrez bien que les électeurs ne font pas toujours des infidélités. Il y en aura quelques-uns dans des circonscriptions, mais si vous voyez que les indépendants n'arrivent pas à constituer une majorité qui ébranle, voilà, qui redistribue totalement les cartes, oui, à des moments, ils ont été 50, 60, mais c'est 255, hein. Voilà, c'est 255 pour ébranler. Pour ébranler, il faut qu'il y ait 150 indépendants. Mais ils sont le plus grand nombre de candidats, dit-on, n'est-ce pas? Ils sont 60%. Mais on n'aura pas 60% de députés indépendants. Ça montre aussi qu'il y a certains indépendants qui sont folkloriques. Ah oui, parce que oui, on va comptabiliser, on va regarder. Mais je me suis amusé, on va faire ce calcul-là pour dire 60% d'indépendants. Ceux qui gagneront et ceux qui ne gagneront pas, combien auront-ils en suffrage? Et puis, qui peut être leur leader? Étant entendu qu'ils viennent de partout, est-ce qu'ils peuvent avoir un seul leader pour dire les 60% d'indépendants, là, je suis leur chef. Voici ce qu'ils pèsent. Ils ont eu 1 million d'électeurs, qu'ils aient gagné ou pas gagné, mais ça n'existe pas. Donc, c'est tout ça on doit regarder pour comprendre que, bon, en réalité, la population a déjà fait son choix. Elle équilibre à sa façon, elle régule le jeu démocratique à travers les consignes des partis politiques, puisque après les indépendants rentrent dans des partis, ou bien après, ils finissent eux-mêmes par créer des partis, comme notre frère, confrère et ami Saleh Tchemoko. On ne peut pas rester tout le temps indépendant, même s'il est resté constant dans son indépendance, depuis sa mairie jusqu'à l'Assemblée nationale. On voit bien qu'il a fini par créer un parti politique, donc il n'est plus indépendant. Il est parti politique, il n'est plus indépendant, il est de la DCI, n'est-ce pas? Donc les indépendants aussi finissent comme ça. Même quand ils n'entrent pas dans un parti politique, ils finissent par créer leur propre parti politique. Finalement, il faut en arriver là. Voilà. Nanrouo Koulibaly, est-ce que la transhumance aujourd'hui ne transforme pas le vote en un marchepied vers un calcul ou des calculs politiques? Oui, en fait, finalement, ce que vous appelez transhumance, c'est peut-être l'un des travers de notre système démocratique, en fait. Parce que c'est une démocratie représentative. Donc, on choisit quelqu'un, à charge pour cette personne de porter notre voix. Une fois qu'il est élu, il a une liberté de décision sur beaucoup de questions, puisqu'il a le mandat pour représenter. En tout cas, pendant son mandat, il est libre, il fait ce qu'il a fait. La population, peut-être que c'est ce qu'il faut saluer, en dernier ressort, puisque c'est seulement 5 ans. Tu as dit tout de suite que c'est 5 ans. 5 ans, c'est pour... Seulement, c'est quand tu n'es pas élu, c'est long, mais quand tu es élu, ça va vite. Et non, vous voyez, les députés, les maires et les conseillers régionaux, ça fait déjà 2 ans. Hein, en 2026, il sera à 2 ans de l'élection, c'est vite. C'est quand ça va très vite. Donc, je pense aussi que l'élu, il est soucieux de conserver son mandat. Donc,
même quand il migre, il change il a toujours... je pense qu'il a toujours en l'esprit de pouvoir conserver son mandat. Donc, quelque part, il y a une sorte d'adhésion des populations à ce qui se passe. Malheureusement, c'est le principe de la démocratie représentative qui diffère de ce qu'elle a été par le passé à Athènes, par exemple, où chacun allait directement prendre la parole pour défendre ses intérêts dans le cadre de l'exercice de la gouvernance. Sylvain Guédé-Debailly, est-ce que ce mouvement ne force pas les équilibres issus des urnes? Oui, forcément. Heureusement ou malheureusement, pour l'instant, les indépendants ne sont pas prépondérants sur... sous-représentés. Voilà, tout à fait. En termes de victoire. Vous avez... Pardon? En termes de victoire. Oui, en termes de victoire, bien sûr. En termes de victoire. Et puis, bon, vous voyez, quand vous prenez 2016, si mes chiffres sont bons, je crois qu'il y avait 26 indépendants. Et sur les 26, il y a au moins 24 qui ont rejoint des partis politiques et 2 sont restés véritablement indépendants. Vous comprenez? Donc, souvent, ils viennent, ils font campagne, mais vraiment, ça peut se vendre après. Voilà, pour ceux qu'on a vus jusque-là. Et puis, je pense que très souvent, on a parlé tout à l'heure des électeurs et des populations qui savent sanctionner aussi. Qui savent sanctionner et qui ne sont pas toujours dupes, hein, comme on pourrait le penser. Vous avez été élu indépendant. Si vous migrez, mais vous leur devez des explications. Si ces explications ne viennent pas, ils vous attendent au carrefour parce que vous allez dans un parti qu'ils n'ont pas souhaité. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-là, moi, je pourrais dire tout dépendra de ce que certains pourraient appeler retour sur investissement, mais moi, je dirais retour sur transhumance. Quand vous êtes parti, est-ce que vous avez ramené à la population ce qu'elle désirait? Si vous le faites, vous serez sanctionné positivement. Ça, c'est le cas de Guy Berois. Le cas de Guy Berois, après la chute du régime Gbagbo, c'est le FPI qui contrôlait la circonscription. Et en 2011, il y avait le PDCI. Et en 2016, c'est un élu indépendant qui a gagné. Miss Belmont, elle était indépendante. Vous comprenez? Et puis bon, plus tard, elle a adhéré au RHDP. Et donc, désormais, députée du RHDP. C'est avec, maintenant, en 2021, avec le statut de député RHDP, qu'elle a gagné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une région ou bien une circonscription où on vote traditionnellement FPI ou PDCI, comment le RHDP a pu gagner? Et comment ce RHDP a pu avoir des adhésions? Mais c'est simple, c'est sur le retour. Le retour qu'elle a fait de son mandat, c'est-à-dire contribuer à donner le minimum vital aux populations, des tricycles pour femmes par ici, des machines de manioc, broyage de manioc par là. Oui, les conditions de vie des populations. Voilà. Et petit à petit, ce RHDP qu'on rejetait là-bas est devenu le parti majoritaire. Qu'on adule. Vous comprenez? RGT est devenu... RGT est devenu majoritaire. Elle a été acceptée, si on peut le dire. Et aujourd'hui, elle est encore candidate sous cette bannière-là. Et on verra le résultat. Mais, généralement, c'est cela. Quand on est un élu, il faut faire ce que demandent les populations. Sinon, vous pouvez migrer 4 fois, 5 fois et 1000 fois. Mais quand vous ne répondez pas aux besoins de la population, mais elles vous sanctionneront. Ça, c'est dans les urnes prochaines élections. Voilà, tout à fait. C'est inévitable. Voilà. Mais vous savez, il y a aussi un autre aspect. Le député Assalé Timoko, duquel parlait tout à l'heure à la FE, il a fait cette proposition à l'Assemblée nationale. La proposition sur la transhumance. Mais Dieu seul sait qu'après, ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a même pas été, voilà, ça n'a même pas été inscrit à l'ordre même des débats. Mais pourquoi? Pourtant, ce sont des députés, on aurait pu examiner un peu. Mais certainement que la majorité pense probablement qu'il faut laisser la liberté aux gens de faire leur business. Bon, j'écoutais la fois dernière son candidat de ADCI à Yopougon, qui a promis que si lui il était élu, il allait remettre au goût du jour cette loi. Donc,
On va attendre ce que ça va donner, mais pour le moment, on ne semble pas encore prêt pour sanctionner cette transhumance. Encore faut-il qu'il soit élu. Il faut qu'il soit élu. Alors, faut-il une réforme électorale après 2025? Messieurs, Alafé Ouattili? Oui, bien sûr, il y a des réformes prévues. Je pense que la commission électorale sera réformée. Je ne sais pas dans quel sens. Et d'ailleurs, je pense que la commission électorale, l'organe qui organise l'élection, est mentionné dans la Constitution. Donc cette réforme-là, simple déjà, doit être une réforme constitutionnelle. Donc pour changer le mode d'organiser les élections, éventuellement, pour ne pas faire une simple réforme de la CI, mais changer le mode d'organisation de l'élection voilà, en Côte d'Ivoire, comme on a entendu dire, il faut une réforme constitutionnelle. À côté de cela, il y a certaines choses à harmoniser éventuellement dans tel ou tel aspect. Il y aura le débat sur les indépendants s'inspirant des expériences dans d'autres pays. Il a parlé de l'Inde, moi j'ai regardé la Tanzanie, le Sénégal, le Kenya, le Bénin. Donc tout ça sera mis sur la table et puis il faut qu'il y ait une convergence aussi des partis politiques. C'est-à-dire que le PPACI ne sera pas présent cette fois-ci, peut-être avec ses dissidents indépendants, je ne sais pas si le PPACI fera comme les autres, comme on lui prête là, ils finiront par faire un sabaridé et puis ils vont venir. Donc la loi ne sera pas votée. Ce n'est pas ces mêmes députés-là qui vont se sanctionner pour dire qu'ils ont été. Donc à Saleh Tcheboko, s'il est réélu, il aura de la difficulté à faire avancer sa loi avec les indépendants qui doivent se sanctionner, voter une loi qui les sanctionne eux-mêmes. Voici la réalité qui est vécue par tout le monde. Après, il y a le PDCI, etc. Tant qu'il soit président. Voilà, c'est ça peut-être qu'il va. Donc il y a des réformes en vue. En dehors de cela, il y a beaucoup d'autres réformes en vue. Et je pense qu'on saura cela très vite, après le 27 décembre, lorsque la nouvelle Assemblée se mettra en place, le nouveau gouvernement, le président de la République et puis les différents acteurs feront savoir les réformes constitutionnelles et électorales à faire. Avec, vous voyez, vous aussi, ce débat sur la révision de la liste électorale, c'est tout ce qu'il y a eu. Il faut aussi réformer la question de la révision de la liste électorale et éviter peut-être les interprétations, améliorer le mode opératoire, faire intervenir le numérique, pouvoir le faire à distance de façon permanente. Et il y a beaucoup de choses, le glissement automatique qui n'avait pas été accepté. Donc il y a beaucoup de réformes en vue et je pense que nous avons beaucoup de réformes qui devront être faites au-delà de la question unique de la transhumance ou des candidats indépendants. D'accord. Nrogo Coulibaly, votre point de vue? Oui, en fait, vous savez, moi, mon point de vue, il est que on crée les institutions en fonction de nos expériences. Oui. Chacun, notre vécu nous inspire chaque fois et il y a des faiblesses, il y a des difficultés qu'on rencontre. À partir de tous ces éléments-là, on initie les réformes pour adapter les textes et règlements au contexte et à notre société. Donc, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'on a vu, il y a nécessairement des choses à rattraper, des des améliorations à faire. Donc, des réformes, elles sont bienvenues pour corriger ce qu'il faut corriger, même s'il faut noter qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi dans tous les reproches qu'on a enregistrés. D'accord, docteur Yoboué. Oui, nouveau. En termes de réforme, ça s'impose. Ça s'impose au regard de la dynamique de l'expérience qu'on a eue et surtout au regard de l'évolution même de la société ivoirienne. Donc, chaque époque a eu à actualiser ses réformes par rapport au contexte. Je pense qu'avec l'expérience de nos partis politiques, l'émergence des indépendants, qu'ils soient des partis ou même des chapelles, nécessite qu'on s'asseye et qu'on prenne en compte ce que je qualifie de gouvernance participative. Tenir compte des localités, des spécificités pour adapter notre code électoral et notre manière même de voter. D'accord. Sylvain Guédé-Debailly, on termine avec vous sur cette question de réforme éventuelle après 2025. Oui, nous on va peut-être le dire comme ça que les réformes sont nécessaires, mais aujourd'hui c'est le parti qui est au pouvoir, c'est lui qui initie les lois, donc je suis sûr que les réformes qui vont être proposées ne seront pas
dans le sens de lui faire perdre sa majorité. Donc, il va encore pour longtemps régenter la vie politique. Mais cela dit, quand on regarde même notre mode de fonctionnement, notre vie politique, il y a quand même beaucoup de choses qui s'imposent pour pouvoir favoriser une plus grande inclusion. Le fait qu'un grand parti comme le PPACI, par exemple, ne soit pas à cette élection doit interroger. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va manquer au fonctionnement de la démocratie. Et je crois que ce que j'ai dit là a même été corroboré par un député du RHDP qui l'a dit, Abel Guéoré pour le citer, qui lui a soulevé cette position-là, qui n'était pas normale qu'un parti comme celui-là manque à l'élection. Pour poursuivre dessus, je pense qu'en matière de réforme, si moi j'étais député, la première des réformes que je proposerais... Vous le souhaitez d'ailleurs, d'être député. Mais il n'est pas candidat. Peut-être au prochain joute électoral. Ça me tient à cœur. Voilà. Le président nous regarde là certainement. Voilà. Bon, plaisir. C'est la limitation des budgets de campagne, le plafonnement des budgets de campagne, parce qu'il faut une certaine équité, il faut une certaine morale aussi dans ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas comprendre que aujourd'hui on a des députés qui sont très forts dans leur circonscription, mais ils peuvent monopoliser même tous les espaces de campagne, tous les espaces publics de la ville, parce qu'ils ont suffisamment de moyens. Pendant que leurs concurrents sont peut-être dans l'à peu près et tout ça. Il faut une loi pour limiter les budgets de campagne. Donner les mêmes chances à chaque candidat. Donner les mêmes chances. De faire campagne avec le même budget. De la même manière qu'il faut le faire au Parlement, il faut aussi le faire pour la présidence de la République. Voilà, on l'a vu à la dernière élection, et moi j'ai eu à le dénoncer. Et ben, ça m'a valu ce que ça m'a valu, mais je pense que ce n'est pas normal que le parti au pouvoir soit partout, affiché partout, et que les concurrents se cherchent ici, comme on le dit. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une loi qui me tient à cœur. Et puis, la réforme de la CI, on a suffisamment dit. Je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui nous manquent encore, qu'on doit introduire. Pourquoi ne pas voter à distance ? Pourquoi ne pas faire le basculement de ceux qui ont la carte nationale d'identité sur... enrôlé. Voilà. Pourquoi ne pas faire en sorte que le vote, même s'il n'est pas obligatoire, devienne quand même un impératif? Parce que dans la vie, il faut voter au moins une fois. Il faut voter au moins une fois pour pouvoir avoir droit à la parole, ou bien... Voilà, parce que c'est citoyen. C'est citoyen que de voter, donc il faut promouvoir cette citoyenneté. C'est bien compris. Merci infiniment, messieurs. On arrive au terme de cette émission. C'est la fin de ce numéro du débat. Merci à nos invités. Merci à vous. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro de cette émission dans un futur proche, Dieu voulant. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.